Bienvenue à Algo Balado, le balado des services à la vie étudiante. On parle de santé mentale, on parle d'apprentissage, puis aujourd'hui, on va parler de violence à caractère sexuel, consommation, consentement. Comment on cherche nos limites dans tout ça. On va aussi parler, bien sûr, d'entraide, de témoins actifs. Donc, on va voir aussi un peu plus le consentement. On a l'impression de savoir ce que c'est. Donc, on va aller un peu plus loin. Est-ce que le consentement en contexte de consommation, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça brouille un peu les pistes? On va répondre et vulgariser, démystifier tout ça. Donc, mon nom est Marion. Je suis conseillère en relations d'aide au service à la vie étudiante. Et j'ai à nouveau le plaisir d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour Marion. Bonjour. Donc, Julie Brisson. Je travaille aussi au service à la vie étudiante, évidemment. Je suis conseillère en soutien à l'apprentissage. J'aide des étudiants dans leur stratégie d'apprentissage, dans leur méthode de travail. Donc, on leur donne du soutien. Et aujourd'hui, pour ce balado qui est sous le titre « Pose ta limite, consommation et consentement », donc, on a deux invités. Un intervenant du GRIP, tu pourras te présenter et présenter le GRIP par le fait même. Et une de nos super étudiantes à la maîtrise qui est impliquée beaucoup dans les affaires sociales à l'école. Donc, tu vas pouvoir parler de ton rôle aussi. Donc, je vous laisse vous présenter. Samuel. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Samuel Briand-Kingsley. Je suis intervenant au GRIP. Je suis à la formation. Donc, j'ai commencé là, en tant que bénévole dans les milieux festifs. Et puis, je suis devenu superviseur sur le terrain. Donc, j'ai développé mon expérience avec les stratégies de réduction des risques. Et puis, c'est ça. Maintenant, je suis rendu à la formation. Je vais dans des écoles d'études postsecondaires, donc les centres d'éducation pour adultes, les centres de formation professionnelle, les cégeps, les universités. Puis, on va parler de consommation avec les jeunes adultes, parler de consommation, de sexualité, de violence à caractère sexuel. Puis au GRIP, en général, on va dans les milieux festifs, puis on essaie de favoriser une expérience positive pour tout le monde. Donc, on va s'assurer là, que les gens respectent le consentement des autres, que les gens sachent qu'est-ce qu'ils consomment, comment le consommer pour réduire les risques. Donc, en gros, c'est pas mal ça qu'on fait. Ouais. Et on voit que tu portes fièrement le chandail du GRIP aujourd'hui. Oui, exactement. On aime ça se représenter. C'est parfait, parfait. Donc, Morgane? Oui, donc moi, c'est Morgane. Je suis en maîtrise en génie de l'environnement depuis 1 an et demi maintenant. Et à côté de mes études, moi, j'ai toujours trouvé que c'était hyper important de s'impliquer côté vie étudiante, association étudiante, et surtout tout ce qui est social, parce qu'on est dans une école de génie, mais je trouve qu'on ne voit pas assez tout ce qui est social à l'ETS en tout cas. Donc moi, ça me plaît de m'impliquer là-dedans, notamment à l'Exutoire, qui est le média de l'école. Donc on fait tout ce qui est journal, communication, on essaie de mettre en avant tout ce qui se passe un peu à l'école, que ce soit les services à la vie étudiante, oui, les clubs, tous les comités de l'AETS. C'est ce qu'on fait beaucoup. Moi, j'étais aussi au pôle événements et festivités pendant presque 1 an. Et j'ai un peu participé pour tout ce qui est festival Equinox. Donc beaucoup de social, beaucoup de festifs. Et donc en fait, j'ai souvent été dans les comités organisateurs qui sont responsables en tout cas de que tous ces événements se passent bien. Donc j'ai souvent en tout cas essayé de faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, tout ce qui est milieu festif, consentement et consommation. Donc, vous êtes les deux à même de pouvoir discuter et de donner même des conseils là, par rapport aux événements festifs et la consommation. Donc, justement, en parlant de consommation, on parle de quoi quand on parle de consommation? Parce qu'on est habitué là, de parler d'alcool ou de drogue, mais ça l'englobe beaucoup plus que ça, la consommation. Là. Mm-hmm. Bien, premièrement, quand on pense aux drogues, des fois, on peut se penser, on peut penser aux substances illégales, donc cocaïne, crack, héroïne, GHB, MDMA. Tout ça, c'est des substances
Et puis, on a aussi des substances comme l'alcool, le cannabis, les champignons magiques, des substances qui sont un petit peu plus banalisées ou qui sont un peu plus consommées là, dans notre société. Donc, la consommation, là, ultimement, c'est la majorité des gens qui le font. Environ là, 95% de la population mondiale consommerait, que ce soit du café le matin. Oui, c'est ça, parce qu'on en parlait dans notre pratique. Puis là, tu dis, mais même le café, on a dit, ben oui, c'est vrai, même le café. Ben oui, j'aime ça utiliser l'exemple ben tiens, un petit café local, c'est comme un centre de consommation supervisé, tu sais, où tout le monde peut venir prendre sa consommation. Des fois, les gens vont amener la consommation de l'extérieur. Donc, quand on parle de consommation, on parle vraiment de toutes les substances psychoactives. Qui ont tous leurs risques et leurs bénéfices, leurs bienfaits. Donc, nous, on essaye de travailler là-dedans puis de maximiser le plaisir, évidemment, tout en réduisant les risques, parce que même la caféine, si tu en prends 10 dans ta journée puis que tu n'es pas nécessairement habitué, ben ça se peut que tu vives là, des expériences quand même négatives. Donc, il ne faut pas se fermer les yeux à notre consommation. Toute consommation a ses risques, ouais. Puis justement, c'est vrai qu'on a tendance quand même à banaliser certaines substances, puis à dramatiser d'autres substances. Puis tu parlais justement de quand tu tiens des kiosques du GRIP, puis que tu as des outils, en fait, de prévention à ton kiosque. C'est pas rare qu'une personne vienne te voir, une bière à la main, puis te dise « Non, mais moi, je consomme pas », en sous-entendant que la consommation, c'est uniquement de la drogue, tu sais, ou des substances, comme tu dis, illicites, alors que la personne a une bière à la main. Donc, finalement, elle consomme, mais avec justement ce regard banalisé sur sa consommation, par exemple, d'alcool ou de café ou de boissons énergisantes. Donc, tout ça, ça vient un peu... comment je pourrais dire ça? Ça connote un peu comment on peut percevoir certaines consommations. Puis ça vient aussi... impacter comment les gens vont prendre des précautions quand ils vont penser au risque. Une personne qui va consommer de la cocaïne va généralement y penser un petit peu quand elle va la consommer parce que justement c'est une substance légale. Ça amène un peu les gens à reculer un peu puis se dire « OK, je vais consommer de la cocaïne. Qu'est-ce que je mets en place en ce moment? » Alors que pour l'alcool, ça tombe un peu sur les jambes. Quelqu'un te passe une bière, quelqu'un te donne un verre de vin. Tu fais juste le boire, tu n'as pas vraiment besoin de penser plus loin que ça. Même chose pour la caféine. Donc, les gens ne vont pas mettre en place les mêmes techniques de prévention par rapport à ces substances-là, alors que l'alcool, on ne se le mentira pas, là, est une substance qui comporte beaucoup de risques, puis qui, dans notre société, est une des substances qui a le plus de risques là, statistiquement. Donc, et qui est sûrement le plus consommé aussi. La caféine l'emporte avec celle-là. Sûrement. Mais tu sais, si on prend l'exemple de la caféine aussi, l'anxiété que ça peut générer est beaucoup sous-estimée par les gens. Et puis, tu sais, le fameux café club que beaucoup d'étudiants connaissent très bien va générer de l'anxiété. En fait, si on pense déjà, on vit de l'anxiété avec notre contexte, on vit de l'anxiété parce qu'on est peut-être un peu précaire dans notre vie en général. Et puis là, tu rajoutes à ça là, 2 substances stimulantes qui vont augmenter l'anxiété. Ça crée un cocktail que les gens sont peut-être pas prêts à avaler. Oui, puis il y a aussi comment je pourrais dire ça? C'est... On a du mal à remettre en question ces substances-là. J'ai une petite anecdote qui me vient en tête où est-ce que, en rencontre individuelle, un étudiant me parle justement de son anxiété, le fait qu'il a du mal à dormir, puis là, il est peut-être 15h30, 16h, puis il y a un immense café du Tim, tu sais, mais au moins 1 litre, là, puis, tu sais, je lui pose une question sur sa consommation de café, puis il semble étonné qu'on aborde ça. Ben, tu sais, pour moi, c'était comme évident. Puis lui, il n'avait jamais vu que possiblement, il pouvait y avoir un lien. Donc, des fois, c'est ça, c'est de prendre ce recul-là sur notre consommation, non pas pour la juger, mais peut-être pour voir si effectivement, on est plus dans les effets agréables que la consommation, les effets désagréables.
Puis les gens, il faut aussi prendre en compte, là, oui, sa consommation, mais le contexte dans lequel on le consomme aussi. Hein. Tu parlais de l'endroit, le moment qu'il y a. Puis tu parlais aussi de la loi de l'effet, tu sais, par rapport à ces moments-là, par rapport à sa consommation. Donc, peux-tu nous parler de la loi de l'effet? Oui, absolument. Donc, la loi de l'effet est une notion qu'on utilise tout le temps dans les milieux festifs puis en réduction des risques parce qu'elle nous permet vraiment de zoom out un peu puis de voir la situation d'ensemble qui va amener la personne à ressentir les effets qu'elle ressent. Donc, la loi de l'effet, c'est un ensemble de facteurs. Donc, on a l'individu, hein, qui tu es, moi versus vous. Si on consomme la même substance, on va pas nécessairement ressentir les mêmes effets. Que ce soit par notre génétique, par notre constitution, par notre état physique sur le moment, notre état psychologique. Il y a plein de facteurs au niveau de l'individu là, qui va changer un peu comment qu'on se ressent. Ensuite, on a évidemment la substance. Donc, la substance, sans la substance, il n'y a pas d'effet nécessairement. Donc, la substance va influencer aussi beaucoup l'effet, que ce soit au niveau de la quantité, au niveau de la qualité aussi. Un gros enjeu là, avec la consommation de substances illégales, c'est le fait que la substance n'est pas contrôlée. Donc, tu sais jamais un peu ce que tu vas consommer. J'aime aussi donner l'exemple là, avec l'alcool. C'est comme si tu sais pas si tu vas consommer une bière ou de l'alcool fort quand tu bois ton alcool. Donc, tu peux pas bien te préparer là, efficacement aux effets que tu vas ressentir. Et puis, finalement, on a le fameux contexte qui est hyper important dans les milieux festifs parce que le contexte est très stimulant. Hein? Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de musique, beaucoup de gens aussi. Et donc, le contexte va influencer comment la personne se ressent. Si, par exemple, elle est entourée de personnes en qui elle a confiance, en qui elle est capable de se dévoiler, là, qu'elle se sent pas bien, la personne va être beaucoup plus à même de mettre ses limites ou de mentionner qu'elle se sent pas bien et de recevoir l'aide qu'elle aurait besoin, versus un endroit où elle est peut-être moins connue, elle connaît pas les gens autour d'elle, peut-être qu'il y a même des gens qui lui font peur, elle a peur pour sa sécurité. Tout ça, ça va influencer là, les comportements, mais aussi là, les effets ressentis. Donc, le moment de la journée aussi, là, on peut penser au café. Le café le matin versus le soir, c'est pas les mêmes effets. Un, tu vas te réveiller, ça va être un peu réconfortant. L'autre, ça se peut que tu tournes dans ton lit pendant un bout. Donc, le contexte est hyper important, comme l'individu, comme la substance. C'est tous des facteurs qui vont être pris en considération dans la loi de l'effet. Puis nous, une grosse partie de notre travail, ça va être d'identifier ces facteurs-là avec les gens quand ils vont pas bien et puis de pointer un peu du doigt. Ah, j'ai l'impression que ça ici, tu me dis que tu n'as pas mangé, que tu as mal dormi. Ça peut expliquer pourquoi tu te sens pas bien avoir consommé de l'alcool, par exemple. Fait qu'on va travailler avec cette personne-là pour faire en sorte que non seulement sur le moment, elle se sente mieux en lui donnant des snacks, en lui donnant un espace pour se reposer, mais dans le futur aussi. Donc, en lui donnant ces informations-là pour qu'elle puisse faire un choix plus éclairé par rapport à sa consommation. Là. Super intéressant. Puis, Morgane, toi, tu le vois hein, dans les événements festifs que tu as pu organiser ou sur lesquels tu étais impliquée. Est-ce qu'il y a des moments ou est-ce que justement, c'est des moments clés de l'année ou des moments stratégiques où est-ce que justement, il faut être peut-être un peu plus attentif, même s'il faut l'être tout le temps, mais est-ce que tu as repéré, toi, dans ton expérience, des moments comme ça qui peuvent avoir un impact sur la loi de l'effet? Oui, nous, la loi de l'effet, on la voit directement, notamment en début de session et en fin de session. Je pense que c'est les deux moments clés, en particulier pour la session d'automne et la session d'hiver. Je pense que c'est là où il y a le plus d'étudiants et étudiantes qui arrivent et qui sont nouveaux. Donc, en fait, il y a le moment d'adaptation à un nouveau milieu, des nouvelles personnes. Enfin, il y a énormément de facteurs qui sont tout nouveaux pour tous les étudiants et étudiantes. Et puis il y a des comportements qui se voient aussi en tout début. Donc est-ce qu'on est timide, donc on essaie de se désinhiber donc par la consommation pour essayer de se décontracter, faire des rencontres plus facilement, parler avec les gens vraiment plus facilement? Ou est-ce qu'au contraire, vu qu'on n'a pas confiance en les gens parce qu'on ne les connaît pas, on va consommer beaucoup moins ou alors ça va avoir beaucoup plus d'effets? C'est vraiment des comportements qui se voient vraiment au moment. Enfin, on ne peut pas trop le prévoir et c'est ça qui est un peu difficile. Et à la fin de la session, évidemment que c'est un moment aussi assez
particulier et à repérer en tout cas, parce que c'est le moment où toute la fatigue retombe, où on a eu les examens finaux, où il y a beaucoup de stress, où on dit bon bah j'ai plus rien à penser, je vais aller tout relâcher, et en général c'est à ce moment-là qu'il y a le corps qui craque, le mental qui craque, c'est un moment vraiment charnière de l'année. Et puis en plus c'est à mettre en parallèle tout au long de l'année sur tout ce qui est performance académique, donc qui génère vraiment beaucoup de stress, et je pense qu'il y a plein d'étudiants et étudiantes qui cachent ce stress par de la consommation. Le tabac en particulier, c'est beaucoup moi je vais fumer pour contenir mon stress. Ou même le vraiment... cannabis. Ou le cannabis, très, évidemment. Pour dormir, tout ce qui est insomnie. Ouais. C'est sûr que c'est très en lien avec ça. Et nous, on le voit directement, vraiment avec ces moments clés dans l'année. Donc l'adaptation à un changement peut amener de la consommation dans un contexte universitaire, mais je pense dans n'importe quel changement où on doit s'adapter, mais dans le contexte universitaire particulièrement, peut amener de la consommation puisqu'on a besoin de gérer le stress, justement. Oui. Puis je me rappelle aussi, quand on travaillait un peu à la préparation de ce balado, tu disais aussi qu'il y avait tout l'importance de aussi un peu la réputation qu'on se fait en début d'année ou en début de session. Puis, tu sais, je fais un lien avec ce que tu disais, Samuel, de sa facilité ou non à aller chercher de l'aide. Parce que quand on sait qu'on a une réputation en jeu pour une session ou 3-4 ans, peut-être qu'on hésite peut-être davantage à aller chercher de l'aide, à aller vers les ressources. Je ne sais pas si tu as pu l'observer un peu. Oui, c'est sûr que le moment où on arrive dans une école, c'est le moment où on fait les premières rencontres, où on renvoie la première image, où nous-mêmes, on reçoit la première image des gens autour de nous. Donc c'est vraiment un moment important pour se créer le cercle d'amis, le cercle de confiance pour une session, 2 sessions ou plusieurs années, comme tu l'as dit. Et en plus, c'est aussi un moment un peu difficile parce qu'en fait, on arrive dans un nouvel endroit où on ne connaît pas du tout les ressources disponibles. Donc en fait, c'est le moment où si on a un problème, on sait que on sait pas en fait. Et donc c'est encore plus dur de se montrer vulnérable vers des personnes qu'on connaît pas, où on sait même pas où chercher de l'aide. Donc c'est assez compliqué. Et puis moi je peux parler du côté organisateur, organisatrice, où c'est pareil, on connaît pas du tout les étudiants et les étudiantes qui sont en face de nous. On sait pas s'il y en a qui par exemple ont des problèmes de santé, et donc la consommation a un impact beaucoup plus direct. Après, au fur et à mesure, je ne te dis pas qu'on connaît tous les étudiants et étudiantes qu'on voit pendant des activités, mais en tout cas, on peut en repérer certains qu'on voit régulièrement. Donc ça, c'est assez compliqué. Et je pourrais donner des petits tips pour justement essayer d'améliorer cette situation-là et de s'adapter un peu plus facilement. Pour les participantes, je pourrais dire de se renseigner, en fait, de juste essayer de trouver les ressources. Je sais qu'à l'ETS, en tout cas, l'association étudiante, c'est la bonne ressource pour les étudiants directs pour savoir que c'est eux qui nous représentent et qu'eux peuvent rediriger vers les bons services de l'ETS. Ça, c'est, je pense, la bonne ressource à avoir. Et peut-être, quand on est participante à la première soirée de l'année, peut-être se dire, OK, c'est où, avec qui j'y vais, comment je peux rentrer chez moi après, dans une ville que potentiellement je ne connais pas. Ça peut être bien d'essayer de prévoir, voilà, c'est ça, d'anticiper pour limiter les risques, au moins pour le début quand tout est nouveau. Et pareil, je sais pas, si on arrive sur le lieu de la soirée, peut-être essayer de voir, OK, où c'est que je peux voir des organisateurs, organisatrices. Est-ce qu'ils ont un signe distinctif ? Est-ce que y a une table où il y a tout le temps des organisateurs, organisatrices pendant la soirée ? Ça, c'est un truc à faire peut-être en arrivant en soirée. Et même essayer de prendre les numéros de téléphone des gens avec qui on vient, pourquoi pas. Et pour les organisateurs, il y a plein de petits tips aussi pour essayer de limiter les risques à ce moment-là. Ce serait justement de faciliter le fait qu'on reconnaisse les membres du staff, donc soit avec un signe distinctif, soit avec un lieu où il y a toujours des membres du staff qui sont capables de réagir, ou du moins de rediriger vers les personnes capables de réagir. Et évidemment, avoir du staff formé, je pense que ça c'est une des choses les plus importantes, et où il y a quelques personnes qui essaient de travailler fort au fait que tous les membres des clubs, des associations soient formés en fait pour pouvoir réagir en cas de vagues, en cas de violence quelconque, et qui sachent reconnaître les surconsommations. En tout cas, c'est super sympa. Je pense que c'est une des bonnes pratiques qui a été incorporée il n'y a pas longtemps dans les associations à l'ETS. Et notamment pour éviter que les membres du staff fassent l'effet du passant. Je pense que Marion, tu pourras en parler un petit peu, mais si même le membre du staff
a cet effet-là, ça peut être vraiment dramatique pour toute l'organisation de la soirée. Si les gens du staff sont pas à l'affût, justement, effectivement, puis formés. Bien, c'est ça, c'est d'où l'importance de formation adaptée, puis adaptée aussi au contexte festif, social, parce que ben on verra que c'est bien beau toute la théorie, mais tu sais, dans un contexte où est-ce qu'il y a de la consommation, où est-ce qu'il y a beaucoup de stimulation, ben c'est parfois plus difficile hein, de repérer. Donc effectivement, hein, on parle beaucoup de repérage. Tu parlais de l'effet du passant. L'effet du passant, c'est vraiment c'est un concept qui a été développé en psychologie sociale qui montre que plus il y a de personnes qui est témoin d'une personne qui est en détresse, moins cette personne-là en détresse a de chances d'être secourue, d'être soutenue. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une dilution de la responsabilité. On part du principe que les autres vont le faire ou que s'il y avait une intervention à faire, elle aurait déjà été faite. Et aussi parce qu'on a peur du regard des autres. Donc, on se dit, ben non, mais si j'interviens puis que finalement mon intervention est pas très bien, ben là, tout le monde va le voir. Donc, tout ça mélangé fait en sorte que ben, généralement, on n'a pas tendance à intervenir quand on voit une personne en détresse puis qu'il y a beaucoup de monde. Donc, ben, justement, je pense que les formations, ça aide vraiment à casser un peu cet effet du passant puis à devenir davantage des témoins actifs. Donc, un témoin actif, c'est vraiment une personne qui intervient. Puis, ben, on sait, hein, et puis si ça vous intéresse, contactez-nous au SVE, ça nous fera plaisir de vous donner de l'information là-dessus. Mais on sait que, justement, ben, il y a plusieurs façons d'intervenir puis d'intervenir avec notre personnalité, avec qui on est. Donc, ça peut être de l'intervention directe, ça peut être de l'intervention indirecte. Mais pour tout ça, ben, ça sous-entend quand même d'être en capacité d'intervenir. Donc, quand même d'avoir un regard critique là, sur notre propre consommation. C'est parce que c'est sûr que de voir une personne qui tombe, qui vomit, qui est malade, ben, c'est assez facile à repérer, mais tout ce qui est violence à caractère sexuel, ben là, on est beaucoup plus dans le micro. Là, ça peut être beaucoup plus difficile à repérer. Donc ça demande en fait plusieurs stratégies, dont le fait d'avoir une consommation vraiment, soit pas de consommation, soit vraiment une consommation très limitée pour être en mesure de détecter tout ça. Mais effectivement, il y a plusieurs niveaux aussi à observer dans une soirée. Puis, Morgane, je te repasse la balle par rapport à ça hein, pour nous sensibiliser à qu'est-ce qu'on peut observer aussi en tant que témoin actif. Pas juste la responsabilité des bénévoles, des personnes organisatrices, mais plus la responsabilité collective, en fait. Qu'est-ce qu'on peut repérer? Ben, disons qu'il y a un premier niveau qui est plus facilement géré par les organisateurs, organisatrices. Donc pour voir un petit peu, est-ce que tous les organisateurs, organisatrices sont en état de continuer de staffer? Donc est-ce qu'il n'y a pas une fatigue générale? Est-ce que tout le monde a accès à de l'eau, à manger, ou à quelque chose en tout cas pour tenir toute la soirée? Ça c'est hyper important. Voir un peu les mouvements de foule. Est-ce que c'est des mouvements de foule très violents, très rapides, où on ne voit pas ce qui se passe au milieu de la foule? Ça peut être important de le noter. Puis voir un peu l'ambiance globale. Est-ce que tout le monde a le sourire? Est-ce qu'au contraire, il y a des petits groupes isolés où il y a des gens qui pleurent ou ce genre de choses? Ça se voit quand même facilement de voir l'ambiance globale et si tout le monde est festif, a l'air heureux, et même s'il y a des cas isolés souvent, mais en tout cas l'ambiance globale. Et voir est-ce qu'on a beaucoup de débordements. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on est obligé de sortir de la soirée parce que ça va pas du tout? Est-ce qu'on appelle souvent les videurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes aux toilettes qui n'en sortent pas pendant des heures et des heures? Enfin, c'est des choses à noter pour l'ambiance générale. Après, évidemment, il y a pour les participantes, il y a un peu le cercle. On peut surveiller un peu nos amis, les gens avec qui on est venu ou les gens qu'on a rencontrés le soir même. Comment ça se passe dans ce cercle-là? Donc, je parle souvent du moment de la salle de bain parce que c'est vraiment une pause pendant la soirée où on a moins de musique, donc on peut vraiment plus facilement parler, où on peut boire de l'eau, où on peut prendre un peu l'air, ou si vraiment il y a des personnes qui ont besoin de vomir d'un coup. Il y a plus de lumière aussi. Il y a plus de lumière aussi, ouais. Donc le moment de la salle de bain, c'est hyper important. Puis souvent, il y a une espèce de solidarité aux toilettes. Alors, je parlerai pour, en tout cas, les femmes aux toilettes. Il y a une espèce de solidarité où toutes les femmes deviennent vraiment amies dans les toilettes. Et on rigole parce qu'on sait exactement de quoi tu parles. Oui, exactement. Et puis, moi, j'ai souvent remarqué un espèce de check mutuel de tout le monde. Toi, ça va, tu veux un verre d'eau? Et il y a vraiment une communauté dans les salles de bain des femmes où c'est vraiment le check-up de tout le monde et puis des discussions beaucoup plus légères que pendant la soirée où personne discute. Donc, c'est vraiment le moment qui peut être un peu sympa, et où par exemple les organisateurs, organisatrices peuvent avoir un œil aussi, parce que c'est un point de rencontre vraiment hyper fréquent.
Et puis, ouais, c'est aussi un moment, je dirais, où il y a beaucoup d'émotions, que ce soit positif ou négatif. Donc beaucoup de rires, potentiellement, de grandes discussions entre des personnes qui viennent de se rencontrer, ou au contraire des pleurs, des vomis ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un lieu fort. C'est bizarre à dire comme ça, là, mais je trouve que c'est vraiment un lieu important en soirée. Est-ce que tu repères ça? Je suis curieuse. Est-ce que tu repères ça aussi dans les toilettes des hommes, que peut-être tu es plus à amener à... Dans les toilettes des hommes, il y a plus des œillères. Tu regardes pas alentour de toi. Donc, il n'y a pas tant cette camaraderie-là. Il y a beaucoup de consommation qui va se faire dans les toilettes aussi. Il n'y a pas nécessairement un réseau d'entraide aussi important. Par contre, dans les milieux festifs aussi, on va voir ça là, au niveau des toilettes chimiques. Ça va être aussi un peu un point de rencontre où là, on s'arrête, on veut aller aux toilettes. Souvent, on doit attendre en file, puis c'est là qu'on se rend compte, les choses tournent, je me sens pas super bien. Dans les toilettes chimiques aussi, il peut y avoir des vomissements, des choses comme ça. Fait que nous, c'est un lieu qu'on va cibler constamment là, quand on fait nos rondes pour faire du repérage. On va aller proche des toilettes puis voir est-ce qu'il y a des gens qui auraient peut-être besoin d'aide, pleurent justement, auraient des enjeux. Puis parce que c'est pas une toilette qui est fermée, il n'y a pas non plus il n'y a pas autant l'opportunité d'avoir ce groupe-là qui s'entraide. Donc, ça peut aussi, là, ça va être un peu moins présent. Mais on va voir des gens qui vont rentrer ensemble dans la toilette chimique puis qui vont essayer de s'accompagner là-dedans aussi, même si c'est un petit espace. Oui. Donc, la toilette, c'est vraiment... c'est un moment où tu dois te forcer à arrêter ce que tu fais, prendre une pause de toute la danse, de tous les stimuli, puis un peu réaliser ton état, réaliser ce que tu as besoin. Puis souvent, c'est une pause qui est quand même nécessaire là, tout au long de la soirée. Fait que pour des organisateurs, c'est vraiment un lieu où il faut vraiment penser à mettre quelqu'un ou faire des rondes régulièrement. Oui, je parlais avec ma collègue aujourd'hui, justement, là, on a vu une explosion dans la popularité de nos services quand on a commencé à mettre des affiches dans les toilettes. Okay. Donc, d'être affiché là, directement là, de mettre du matériel là aussi à la disposition des gens, parce que beaucoup de gens vont passer par là à un moment donné, ils vont pouvoir le voir. Puis s'ils se sentent déjà pas bien, puis ils voient, on est ici pour vous aider. Si vous allez pas bien, allez ici. C'est génial. Ils ont comme une ligne directe vers les ressources qu'ils auraient besoin. Merci. Tu voulais peut-être compléter, Morgane? Oui. Il y avait d'autres niveaux. Ouais. Ce moment-là aussi, c'est le moment où on essaie d'aider les autres. Mais en fait, pour aider les autres, c'est toujours bien de se checker soi-même, d'être en mesure de le faire, en tout cas. Et il y a certaines personnes qui se connaissent déjà bien et qui savent comment checker. Est-ce que j'ai la tête qui tourne? Est-ce que j'arrive plus à parler? Est-ce que j'ai envie de prendre une décision complètement nulle? Il y a des gens qui le savent déjà. Mais pour ceux qui ne se connaissent pas, il faut ne pas aller plus loin que la limite. En fait, ce serait ça qui est jaugé un petit peu avant. Mais ouais, c'est ça. Il y a tout un tas de petites astuces. Et puis, les personnes extérieures peuvent être aussi une bonne ressource. Les gens qui nous connaissent, qui nous disent « Là, tu bégayes beaucoup plus que d'habitude. Je pense que la consommation est trop haute par rapport à ce que tu es capable. Il faut peut-être ralentir. » Donc, c'est ce genre de choses, de s'auto-checker, être sûr que tout va bien. Toujours pouvoir être capable de rentrer chez soi ou de se faire raccompagner si jamais ça va pas. Mais l'auto-check-up est hyper important avant d'intervenir auprès de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Donc oui, se checker, puis tout ça, ça vient aussi avec l'idée du consentement, à quel point je suis à l'aise avec ce qui se passe en ce moment, par rapport à moi, par rapport aux autres. Donc justement, tu voulais nous éclairer un peu sur le consentement. On connaît tous ce mot, on sait tous plus ou moins ce que ça veut dire, mais tu vas nous donner des petites astuces pour retenir tous les aspects nécessaires à un réel consentement. Oui, puis tu sais, souvent on a des campagnes publicitaires qui vont dire sans oui, c'est non, des termes accrocheurs, mais quand on creuse un petit peu plus là, dans nos conversations, on se rend compte que les gens nous renvoient ça, mais qui ne comprennent pas réellement là, l'essence derrière ça. Nous, on a créé un acronyme là, dans le cadre d'un programme qu'on donne à 2 doigts de ta limite, qui est un programme de la santé publique, qui est le consentement réel. Donc, R pour réversible, E accent aigu pour éclairer, E pour enthousiaste
L pour libre et S pour spécifique. Donc, ce que ça veut dire, au niveau du R réversible, c'est que le consentement doit être réversible en tout temps pour être réel. Donc, une personne devrait être capable de, au moment où il y a les relations sexuelles, avant les relations sexuelles, peu importe dans une transition dans les actes sexuels, de pouvoir arrêter l'interaction, puis un peu poser puis voir comment on se sent. Donc, il doit être réversible. C'est possible pour une personne de dire on va arrêter 2 secondes. Je sais que je viens de te dire oui, mais là, il y a des choses qui ont changé. Puis j'aimerais ça qu'on reparle de ça, qu'on renégocie un petit peu là, les actes qu'on va faire pour plusieurs raisons. Donc ça, c'est l'aspect un peu réversible. Sans, excuse-moi, je te coupe, mais sans même devoir donner des raisons, d'ailleurs. Hein. Tu dis pour plusieurs raisons, mais ça se peut que la raison, c'est juste, je le file plus, puis c'est tout, entièrement suffisant. Là. C'est ça. On croit pas là, au fait qu'on a besoin de se justifier là, dans ces aspects-là, évidemment, parce que le consentement, c'est complexe, puis ça peut vraiment être un changement d'idée à la dernière seconde. Ça peut être les nerfs, ça peut être un inconfort, ça peut être des flashbacks de violences négatives par le passé. On parlait de consommation, on peut avoir des effets de la consommation à ce moment-là, puis là, on n'est plus bien, puis on veut s'arrêter. Ben oui, absolument. Tu sais, un haut le cœur qui arrive quand on commence à devenir plus intime. Donc, pour plusieurs raisons, là, il faut que le consentement soit réversible en tout temps. Sinon, là, on se retrouve dans des situations où il peut y avoir des abus. Donc, au niveau éclairé, ça, c'est celui qui est souvent mis de l'avant. Donc, surtout quand on parle de consommation, là, souvent, on va entendre une personne qui a consommé ne peut pas consentir. Puis, ça vient jouer avec l'aspect éclairé de la chose. L'aspect éclairé, c'est de dire, est-ce que la personne, elle est capable de comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer, puis est-ce qu'elle est capable de prendre un jugement là-dessus. Maintenant, est-ce que ce jugement-là va venir avec des regrets la journée d'après? Potentiellement. C'est pas la même chose, tu sais, d'avoir des regrets versus un bris dans le consentement. On fait tous des choix, des fois, qui nous amènent à regretter, là. Mais au niveau éclairé, c'est de dire, est-ce que la personne, elle est capable de réaliser ce qui se passe, puis de prendre une décision par rapport à ça. Est-ce qu'elle est en état de le faire? Est-ce qu'elle est en état de le faire, exactement. Donc, on peut penser à une personne qui est très intoxiquée, donc qui a bu beaucoup d'alcool et qui a de la difficulté à parler, à marcher. Les sens, ils deviennent un peu moins présents. Donc, la personne, ça se peut qu'elle soit vraiment confuse ou qu'elle n'ait pas nécessairement là, ses repères dans son environnement. Donc, dans ces situations-là, ça va être difficile après ça d'avoir une situation qui est éclairée. Ça peut être aussi, là, si tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques dans ces relations-là, mais encore là, il y a un manque d'éclairement sur qu'est-ce qu'on va faire, avec qui, pourquoi, comment. Tout ça, ça va affecter là, l'aspect éclairé de la chose. Et donc, pour que le consentement soit réel, il faut que la personne soit en pleine capacité de comprendre ce qui se passe et ce qu'elle va faire. Ensuite, on a l'aspect enthousiaste. Souvent, quand on parle de ça, les gens ils s'imaginent comme « Yeah, let's go! Wouhou! On a des relations sexuelles! » C'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas non plus, tu sais, ça doit pas être des applaudissements, des feux d'artifice. C'est plus de dire, est-ce que la personne reste engagée dans la relation? Est-ce que la personne, elle est motivée à continuer? Est-ce qu'elle est présente dans la situation? Est-ce qu'elle a du plaisir? Est-ce qu'elle a du plaisir? Une personne, par exemple, qui va dire « Est-ce que tu aimerais avoir des relations anales avec moi? » Puis la réponse, c'est « Ouais. » Ben là, le point d'interrogation là-dedans, ça veut pas nécessairement dire qu'il n'est pas enthousiaste. Ça veut pas dire que la personne, elle n'a pas dit oui. Ça veut dire qu'il faut investiguer. Donc, il faut aller vérifier c'est quoi qui
te retient, tu sais, d'un oui très enthousiaste. Ça peut être de l'anxiété par rapport à des nouvelles pratiques. Ça peut être des appréhensions. Ça peut être justement la consommation en tant que telle. La personne, elle peut se dire, ah ben je viens de consommer quelque chose puis j'ai pas encore les effets. Je préférerais attendre d'avoir les effets avant de donner mon consentement. Donc, l'enthousiasme, c'est ça, c'est vraiment un continuum où la personne, elle a envie, elle est engagée, et puis ça se peut qu'elle ait des réservations, etc. Mais la personne, elle est là avec nous, puis elle veut avoir ces relations-là, versus une personne qui va être moins enthousiaste, qui va faire ouais, ok, je sais pas, si tu veux. Tout ça, c'est des signes quand même assez clairs pour beaucoup, mais quand on implique la consommation... Exact. Ça peut être plus dur à percevoir. Ça peut être beaucoup plus flou, là. Tu peux dire, ah ben elle a dit oui. C'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est d'observer les attitudes, les réponses aux questionnements, puis d'ajuster aux besoins. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu plus enthousiaste. Ensuite, on a libre, qui est très important, là. Donc, est-ce que le consentement est donné nonobstant de quelque pression que ce soit. Donc, est-ce que si la personne donne son consentement dans un contexte où elle est menacée de quoi que ce soit, où elle a des pressions externes qui lui amènent à dire oui, ben là, on va considérer qu'il n'est pas libre. On peut penser là, à des situations d'autorité, par exemple, où la personne, là, un boss, par exemple, avec un employé, ben là, le consentement sera pas libre parce que ben, il y a une menace sous-jacente là, qui est toujours un peu là, qui est, ben, si ça va bien, génial, tu sais, on va avoir des relations sexuelles, ça va être le fun, mais si ça va pas bien, ben là, ça peut avoir des impacts là, vraiment concrets sur la vie de la personne. Donc, fait que la notion de peur, en fait, ou de perte de quelque chose dans ce cas-là, tu sais. Oui, puis je pense aussi, je fais un lien, par exemple, dans les événements étudiants, où est-ce que ça peut être aussi une personne bénévole, une personne organisatrice. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de consentement, mais de rester, en fait, attentive à cet aspect-là de position d'autorité, en fait, qui peut venir biaiser un peu cette notion de consentement libre. Hein. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire qu'il peut pas y en avoir, mais de rester consciente de ça, de cet enjeu-là. Oui, exactement. Et puis, des situations où la personne, elle a une pression, par exemple, d'un partenaire aussi, là. C'est quelque chose qu'on va voir beaucoup, mais les gens ne considèrent pas nécessairement comme un bris au consentement parce que, ben, c'est mon partenaire, je suis censé consentir aux relations sexuelles. C'est pas du tout la réalité, hein. On doit continuer d'affirmer notre consentement là, à travers les relations interpersonnelles. Si un partenaire explicite des menaces comme ben, on n'a jamais de relation sexuelle, si tu veux pas avoir de relation sexuelle avec moi, je te laisse. Ben, le oui qui viendrait après ça ou le oui après 10 non, ben là, il y a eu une pression, il y a eu des forces externes qui ont amené la personne à dire oui finalement. Libre, en fait. Hein? Exactement. Donc, finalement, elle peut pas prendre son choix. Puis c'est très important dans le consentement d'être capable de prendre son choix, de le faire en pleine conscience, puis enthousiastement. Et il reste spécifique. Donc ça peut sembler drôle comme ça, mais le consentement doit se faire continuellement. Hein? C'est pas un one and done, j'ai signé le contrat, on est good pour le reste de notre vie. C'est beaucoup plus complexe que ça. Si moi, par exemple, je donne mon consentement pour avoir des câlins, ben, j'ai pas donné mon consentement pour avoir des relations pénétratives. Puis c'est un peu ça là, l'aspect spécifique de la chose, c'est de dire, ben, une personne qui consent seulement à ce qui a été entendu. Puis si ça sort de ce cadre-là, ben, il faut y avoir une réévaluation du consentement, que ce soit verbal ou non. Tu sais, ça peut être avec des hochements de la tête, ça peut être avec des regards, mais il faut s'assurer là, que le consentement reste continu. Puis à chacune des actions, en fait. Exactement. Puis c'est spécifique à chaque action qui
qui vont être prises. Donc, tous ces aspects-là là, vont faire en sorte que le consentement est réel. Et puis, évidemment, tous ces aspects-là vont être influencés par la consommation dans les milieux festifs. Là, l'environnement, les personnes avec qui tu es, mais aussi ton état, comment tu te sens, comment tu communiques aussi. Tout ça, là, ça va être influencé par la consommation. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein? Oui. Fait qu'on comprend que le consentement, parce qu'on l'a eu plus précisément, la définition, c'est pas juste oui ou non. Hein? C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a du non-verbal, il y a plus spécifique à chaque action. Puis il y a plusieurs étapes au consentement. Puis tu nous as parlé aussi des étapes du consentement, là, donc je te laisse les expliquer. Oui, ben puis c'est ultimement les étapes de la communication. Hein? C'est la communication, on peut penser que c'est juste des paroles qui sont envoyées et puis c'est tout. Mais dans le processus de communication, il y a un peu là, 3 grosses étapes qui vont être faites, qui vont amener une personne à communiquer à quelqu'un d'autre. On a la première étape qui est le processus interne où là, on va un peu construire un peu c'est quoi notre perspective par rapport à une situation. Donc, au niveau du consentement, ben là, on reçoit une information de quelqu'un qui nous indique qu'il aimerait avoir des relations sexuelles avec nous. Ben, on va essayer de considérer la situation, on va essayer d'y penser. Puis tout ça, on va essayer de formuler ça là, dans notre tête pour donner une réponse qui représente le plus ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Exactement. Donc, il y a ça, la première partie, hein, qui est toute une partie en soi-même. Ensuite, on a la communication de ce consentement-là. Donc, là où on va le mentionner ou l'expliciter à la personne. Puis je dis expliciter, c'est pas le bon mot, en fait, parce que ça peut être moins explicite dans certaines situations. Pour certaines personnes, ça va être un hochement de la tête, ça va être un regard soutenu, ça va être un oui de la tête. Pour d'autres, ils auront besoin d'un oui plus clair ou d'une confirmation, d'une conversation plus claire. Donc, il y a cette communication-là. Puis, il y a aussi, finalement, c'est quoi la réception de cette information-là? Donc, comment est-ce que la personne nous l'entend? Je donne un exemple. Dans les milieux festifs, c'est difficile de s'entendre, puis ça peut paraître un peu banal, mais si tu essaies d'avoir une conversation avec quelqu'un sur le consentement en plein milieu d'une foule où il y a beaucoup de musique, il y a des grandes chances qu'il y ait des messages qui se perdent. Donc, il y a des façons de développer cette communication-là pour que ça soit plus facile puis plus clair, mais dans tous les cas, cet aspect-là de comment c'est reçu va être affecté là, par le contexte. Et donc, il faut garder ça en tête que ce qu'on communique, c'est pas nécessairement ce que la personne va recevoir. Puis, il faut être capable là, de réagir adéquatement à ces situations-là. Puis, en contexte de consommation, ce qu'on reçoit, c'est pas toujours aussi lucide, là. Ouais. Effectivement, hein, on peut avoir une interprétation qui peut être, en tout cas, j'allais dire erronée, mais au moins floutée un peu de ce que la personne nous renvoie. Donc, ça demande hein, cette revalidation, de faire des allers-retours un peu dans le consentement. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait de quelque chose de complexe, mais oui, tu sais, dans le sens où c'est pas... tu sais, ça demande de prendre des précautions et en même temps, ça peut être aussi quelque chose d'assez simple. Hein, tu sais, parce que... je veux pas non plus qu'on envoie le message de finalement c'est vraiment dur d'avoir un consentement. Donc c'est plus que des fois c'est aussi très organique. Hein, mais ça dépend. En fait, c'est en fonction de chaque relation interpersonnelle puis en fonction de ce qu'on a envie aussi. Mais en fait, le consentement, c'est dans le but d'avoir du plaisir. Oui. Tu sais, c'est ça. Là, au bout de la ligne, c'est dans ce but-là. Tu sais, donc. Puis je me permets de faire un lien justement avec l'importance des alliés, en fait, l'importance des personnes autour de nous, hein, parce que, oui, tu sais, des fois, on vient de prendre conscience à quel point ça peut être un peu flouté, ça peut être un peu moins évident, mais d'où l'importance d'avoir des personnes qui peuvent nous accompagner, nous aider, des fois repérer des choses que nous, on n'est plus en mesure de repérer. Hein. Donc, je pense, Morgane, tu as des petites astuces, des petites choses à nous proposer par rapport à ça. Oui, niveau organisation, en tout cas, nous, on avait créé des brigades, j'aime pas trop le mot, mais des brigades VAX qui circulent un peu partout. Alors, c'est difficile comme d'être staff VAX parce que circuler dans la foule, c'est pas toujours évident. Et en fait, c'est juste un travail d'observation. Donc, il n'y a pas
n'y a pas beaucoup de méthodes pour apprendre à observer vraiment bien, si ce n'est avoir déjà eu des cas autour de soi où tu arrives bien à reconnaître, mais être formé, en tout cas, c'est sûr que ça peut que aider. Mais souvent, les meilleurs alliés, c'est les amis ou les gens juste vraiment autour de nous, qui ne sont pas du tout organisateurs, organisatrices, mais qui savent très bien quand on a le visage de quelqu'un qui a envie ou qui n'a pas envie. Exact. Qui nous connaissent bien et qui savent que... ou alors la personne qui danse à côté de nous, qui voit comment on se comporte et qui d'un coup voit un changement, en général, c'est la bonne personne alliée qui repère quand il y a quelqu'un qui nous colle un peu trop et que du coup, on danse plus du tout alors qu'on s'amusait bien. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est les bons alliés de soirée, c'est sûr. Donc, d'où l'importance de témoins actifs, de voir que chaque personne a une responsabilité pour que l'ensemble, pour que chacune puisse passer un bon moment. Il y avait aussi d'autres petites stratégies que tu voulais nous partager, Morgane, que tu as pu développer au fur et à mesure de tes expériences, de vos expériences en tant que comité organisateur. Ouais, c'est sûr, il y a des petites choses qui ne demandent rien en termes d'organisation et qui pourtant sont très utiles le jour J. Donc une brigade VAX qui circule un peu partout. J'en ai pas parlé juste avant, mais je trouve que c'est important. Les photographes en soirée, oui, c'est un super outil. Alors je veux pas parler d'eux comme des outils, mais c'est des personnes hyper importantes et qui font un taf hyper... en fait, eux, leur taf, c'est d'observer et de voir qui ils ont en face d'eux et qu'est-ce qui se passe sur la photo qu'ils ont en face d'eux. Donc c'est vraiment un moment où il y a une pause des gens devant eux et que les photographes soient fermés. En tout cas, ça, c'est hyper pratique et nous, on l'a vu, qu'il y a plein de fois où les photographes sont les personnes référentes et puis c'est facile de reconnaître quelqu'un dans la foule avec un énorme appareil photo. Tu sais qu'il est de l'organisation forcément. Donc eux sont très importants. J'en ai parlé, des personnes proches de la salle de bain, ça c'est sûr. Mais sinon, après, pour tout ce qui est... après consommation, on a tout ce qui est mettre des préservatifs sur les tables des organisateurs, mettre des éthylotests, pourquoi pas, ça peut être aussi une bonne idée. Je sais que les étudiants se déplacent plutôt en transport en commun, mais on ne sait jamais s'il y en a quelques-uns qui se déplacent en char, c'est toujours important. Ou des couvercles de verre pour éviter la consommation pas volontaire, du moins, c'est encore plus important. Aussi pour tout ce qui est... toutes les personnes qui boivent pas d'alcool, en fait... Oui, parce qu'il y en a, on parle de consommation, mais il y a des gens qui aiment aller dans des événements festifs et qui consomment pas d'alcool aussi. C'est ça, exactement. Et puis qui, parfois, sont freinés parce qu'ils se disent « Ah, je bois pas d'alcool, je vais juste pouvoir prendre un soda qui va me coûter beaucoup plus cher que si j'allais le boire ailleurs. » Donc, avoir des options sans alcool hyper attractives. Je sais que, par exemple, pour le festival Equinox, il y avait des super mocktails avec des canettes vraiment au packaging hyper attractif. Donc ça donnait vraiment autant envie que tous les packagings de bière qui étaient vraiment jolis aussi. Mais avoir des vraies bonnes options sans alcool, c'est super important. Puis il y en a de plus en plus. En plus, il faut en profiter. Là. Ça apparaît de plus en plus parce que la consommation responsable est de plus en plus mise de l'avant. Puis on peut alterner avec aussi pour être une consommation responsable. Ça ne veut pas dire de ne pas consommer du tout, mais d'alterner avec des options sans alcool. Qui sont en plus, en général, beaucoup moins coûteuses. Donc ça peut... je sais qu'il y a un peu un syndrome, moi particulièrement, mais je sais que ça arrive à beaucoup de monde, de être en soirée sans avoir quelque chose à la main. C'est un peu... on ne sait pas quoi faire de ses mains, on est moins à l'aise. Mais alors qu'avoir un verre... avec pas d'alcool potentiellement, c'est plus agréable. Je pourrais pas dire pourquoi. Je trouve que c'est plus agréable d'avoir un verre à la main pendant les soirées. C'est psychologique. C'est psychologique, mais le verre sans alcool, oui, c'est social beaucoup. Puis un aspect par rapport à ça aussi, c'est que quand tu n'as pas quelque chose dans les mains, les gens vont te poser 1001 questions sur pourquoi tu consommes pas. Les gens vont dire, est-ce que tu es enceinte? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu prends une médication? Donc, il y a vraiment comme un stigma alentour de tu consommes pas. Est-ce que c'est parce que tu te sens pas sécuritaire alentour de nous? Veux-tu nous cacher de quoi? Puis il y a aussi un peu encore, même si c'est de moins en moins présent, mais un peu cette idée-là que si tu consommes pas, tu es forcément quelqu'un de plate. Il y a aussi quand même cette association qui est encore présente de consommer de l'alcool, c'est faire partie du party, et puis ne pas en consommer alcool ou autre substance d'ailleurs, mais c'est comme être un peu en décalage ou ne pas s'amuser. Donc il y a vraiment encore c'est ça, ces associations-là, ces jugements qui sont à déconstruire peu à peu. Ouais. En attendant cette totale déconstruction, c'est quand même des astuces qui permettent de pouvoir profiter d'une soirée sans forcément se plier à cette règle-là un peu sociale de l'alcool forcément en soirée.
Oui, puis ça amène aussi à... Parce qu'en fait, c'est ça le but de notre balado aussi, hein, c'est de se dire, ben comment je peux avoir une consommation qui fait en sorte que je passe un bon moment. Tu sais, on n'est pas là pour moraliser, pour dire il ne faut pas consommer, pas du tout. Au contraire, c'est dire, ben, fais en sorte que ta consommation t'amène du plaisir plutôt que t'amène dans des situations où est-ce que tu te retrouves, où est-ce que tu n'as pas de plaisir, où est-ce que tu as des méfaits, des symptômes indésirables. Donc, c'est vraiment... Ça peut être une stratégie concrète, en fait, d'alterner les consommations alcoolisées, non alcoolisées pour, justement, durer un peu plus dans le temps puis permettre d'avoir un trip qui correspond à ce que tu souhaites, en fait. Concernant l'organisation, j'ai 2-3 petits tips. Avoir une station avec de l'eau, tout simplement. C'est tout bête, ça demande vraiment aucune organisation et pourtant, ça aide beaucoup. Ben oui. Notamment, il y a certaines salles où il fait extrêmement chaud. Donc ça altère encore plus la consommation. Peut-être c'est un truc à discuter avec les propriétaires de la salle en amont pour être sûr que ça va être correct. Enfin, je sais qu'en été, nous, on a eu des salles où il faisait tellement chaud, c'était en sous-sol, enfin, c'était terrible et on n'avait pas prévu d'eau. Et là, ça pose problème beaucoup. Parce que les gens ont tendance à plus consommer à ce moment-là pour se désaltérer. Exactement. Mais c'est vraiment déshydrate en même temps. Ça déshydrate, c'est ça. Et puis, à côté de ça, peut-être avoir des snacks à l'entrée ou... au milieu de la soirée, ça peut être une bonne chose. Et pourquoi pas une salle où on peut isoler si on a des victimes, si on a des personnes qui vraiment se sentent mal, peut-être isoler du bruit, isoler de la foule, ça peut être quelque chose de très pratique. Et après les événements aussi, c'est toujours bien de retrouver un peu tout le comité organisateur et de faire un peu des feedbacks. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce qu'on a des cas de vax, comment on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Enfin, en tout cas, il ne faut pas se dire que ok, c'est bon, on a la formule qui marche. Non, à chaque événement, on peut s'améliorer. Et peut-être aussi, s'il y a eu des victimes malheureusement de vax pendant la soirée, quelles ressources on a pour reguider cette personne-là, pour faire un suivi quand même à notre échelle, parce que en général, les organisateurs ne sont pas des personnes qui sont capables de gérer le long terme des victimes, mais du moins connaître les ressources et renvoyer les personnes, noter les prénoms, les noms, les contacts de ces personnes-là pour être sûr que ils vont pas garder un traumatisme des événements qu'on a organisés. Surtout si c'est en début d'année, c'est difficile de commencer une scolarité par un traumatisme pendant les soirées festives, quoi. Oui, c'est d'assurer un suivi, hein, parce qu'effectivement, il peut y avoir, tu sais, on n'en a pas trop parlé, mais il peut y avoir une impulsivité un peu plus avec la consommation dans la sexualité. Hein, donc ça, on sait que, justement, d'être attentif, de mettre à disposition des moyens de contraception, ça fait en sorte que, au moins, on réduit, en fait, les méfaits associés à cette impulsivité que peut entraîner la consommation. Oui, absolument. Si je pense aux violences à caractère sexuel, là, les fameuses vax, je pense qu'on ne l'a même pas défini tant que ça, là, mais bien pensé. Au niveau des violences à caractère sexuel, souvent, ça va être des comportements que les gens associent même pas à des violences. Pour eux, c'est plus une partie du party, parce qu'on a toute cette idée-là des violences à caractère sexuel, ça doit être l'agression physique, tu sais, alors que nous, ce qu'on voit souvent dans les milieux festifs, c'est des comportements inappropriés où la personne se frotte, par exemple, à une autre personne sans avoir même eu là, de contact visuel, de conversation. Fait que c'est pour ça que c'est important, justement, de prendre le temps de se promener, de regarder alentour de nous, de voir est-ce que il y a quelqu'un qui a le regard fuyant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'enfuir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, justement, a arrêté de danser? Puis tout ça, ça va être des signes qui nous disent « Ah, j'ai l'impression que cette personne-là, dans ce contexte-là, là, elle est inconfortable. » Puis après... L'image de la violence, et je le mets en guillemets, bien sûr, l'image de la violence n'est pas nécessairement ça. Les vax, c'est pas juste de la violence au niveau sexuel. Tu sais, ça peut être des attouchements ou des trucs plus subtils. Qui peuvent sembler très normales. Tu sais, il y a de la musique, on se frotte. Puis, tu sais, dans certains contextes, si le consentement est là, c'est absolument approprié. S'il y a de la réciprocité aussi, si la personne, elle s'engage là-dedans, c'est pas la même chose. Beaucoup de victimes, tu sais, vont vivre ces traumatismes-là, des comportements que les gens vont avoir sans même se rendre compte. C'est pour ça que d'avoir des gens qui sont là, qui sont alertes à ces situations-là, puis qui sont capables d'arrêter la situation, puis de dire, OK, au niveau de la victime, on va
va l'accompagner à travers son vécu. Puis au niveau de la personne qui a commis la violence, de lui dire, tu sais. La sensibiliser, en fait. La majorité des personnes qu'on appelle agresseurs, mais c'est quand même un mot chargé, là, mais la majorité des gens auxquels on va intervenir dans ces contextes-là, ils vont nous dire « Oh, my God, je savais même pas, je voulais pas la rendre mal à l'aise, moi, je faisais juste danser, je suis désolée. » tu sais. Fait que tu sais, il faut sortir aussi de cette idée-là que ça doit être comme de la violence, puis des coups, de la restreinte. Ça peut être, tu sais, des comportements que les gens ont normalisés. Fait que c'est ça, d'avoir ces espaces-là où c'est plus sécuritaire, où on peut en parler, ça va vraiment améliorer l'expérience de tout le monde, finalement. Puis on a la chance d'avoir un kiosque, justement, du GRIP grâce au programme à 2 doigts de ta limite qui arrive à l'ETS. Donc, sûrement, alors j'ai pas la confirmation de la date, mais sûrement la semaine du 20 mai. En tout cas, vers mi-mai, fin mai. Hein? C'est ça. Donc, possiblement le 22, mais suivez Interface, puis ça va être aussi divulgué avec la promotion de ce balado. Donc, veux-tu nous parler un peu rapidement là, de c'est quoi ces kiosques-là, puis à quoi ça sert, justement? Le programme Le Doigt de ta limite est un programme qui a été élaboré en Montérégie par l'organisme Action Dépendance en relation là, avec la santé publique de la Montérégie. Et puis, elle vise vraiment à sensibiliser les jeunes adultes sur la consommation et la sexualité et les capacités affaiblies. Donc, nous, au GRIP et avec l'aide de Cumulus, qui est un organisme à Montréal qui fait aussi là, de la réduction des risques dans les écoles, on parle aux jeunes, justement, là, à Montréal, de ces enjeux-là. Et puis, on a une formule kiosque où les gens peuvent venir nous voir, prendre du matériel de santé sexuelle. On va avoir plein de matériel avec nous, des cartes préventives aussi sur certains sujets, comme le consentement. Et puis, c'est un espace où les gens peuvent venir nous voir, poser leurs questions, en apprendre un petit peu plus sur, justement, comment est-ce qu'on donne notre consentement non-verbalement. Ça peut être très ésotérique un peu si on le sait pas. Fait que, tu sais, on essaie d'installer cet espace-là pour que les gens puissent venir nous voir et puis nous parler de leur consommation, leur sexualité ouvertement, et puis qu'ils en apprennent plus et puis qu'ils aient des expériences plus positives dans le futur. Ben, n'hésitez pas en tout cas à passer à ce kiosque-là. Puis, merci infiniment pour ces informations qui nous permettent de vivre des contextes sociaux, festifs, d'avoir des tripes agréables, de passer du bon temps. Donc, j'espère qu'on va continuer longtemps à faire la fête puis à prendre du plaisir. Oui, puis, parce que je vais ajouter malgré qu'on vieillit, on n'est peut-être plus des étudiants, mais on continue à faire la fête, puis il faut continuer à toujours être responsable de notre consommation, peu importe là, qu'on soit étudiant, qu'on soit dans quel contexte. Il faut toujours être conscient de sa propre consommation. Donc, merci pour les informations, les trucs aussi, parce que des fois, nous-mêmes, on organise des événements ou même des fêtes à la maison. C'est important aussi d'être à l'affût de ses invités. Donc, c'est des super bons trucs à retenir. Puis, si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à contacter les services à la vie étudiante. Et aussi, il y a des super formations, donc moins en lien avec le contexte social festif, mais aussi qui sont offertes par le réseau UQ. Donc, n'hésitez pas à vous former pour justement avoir un peu à cœur cette responsabilité individuelle et collective qui fait qu'on se souvient des événements pour les bonnes raisons. Yes. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci pour l'invitation. Oui, merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Merci. Super. Bonne journée. Bonne journée. Bye.